On va parler aujourd'hui des femmes résistantes et déportées dans le Nord, dans le cadre de déportation en héritage. Les deux intervenants d'aujourd'hui, ou plutôt l'intervenante, c'est Catherine Lacour-Astol, qui est docteur en histoire, qui est professeure agrégée d'histoire et géographie et qui est également inspectrice d'académie. Donc c'est Catherine qui va nous parler des femmes résistantes et déportées dans le Nord, et Odile Louage qui sera la discutante. Et Odile Louage, vous la connaissez, puisqu'elle participe à l'organisation de cette manifestation. Elle est agrégée d'histoire. Elle a créé le musée de la résistance de Bondy. Elle est présidente de l'association Souvenir de la résistante et fusillée du fort de Bondy. Elle est aussi présidente de la FFDT 59. Voilà pour les intervenants. Écoutez, je vous laisse la parole à toutes les deux. Oui, tu as la parole. Bonjour Catherine. Bonjour Odile. Oui, nous nous connaissons depuis un certain temps et j'ai eu la chance d'assister à la soutenance de thèse de Catherine qui s'était faite à Sciences Po Paris. Et donc, ça a été un grand moment pour moi. J'avais déjà un peu travaillé sur les femmes du Nord dans la résistance, mais je dois dire que le travail de Catherine est un travail extrêmement sérieux et qui s'appuie, et ça serait peut-être un des premiers thèmes à aborder, sur des outils de travail particuliers qui ont été mis en place dans notre région. Donc, je lui cède la parole tout de suite. Merci beaucoup, Odile. Disons qu'effectivement, j'ai fait une thèse de doctorat sur la résistance. Et dans cette thèse de doctorat, je me suis intéressée pour partie à la question des déportés. C'est juste un chapitre de la thèse. Voilà. Et donc, la première question qui m'a été posée par Odile, effectivement, je connais bien. C'est une question relative à la façon dont on travaille quand on travaille sur la déportation. Alors, encore une fois, c'était pas le sujet essentiel de ma recherche, mais ayant travaillé sur les résistantes, il me semblait inenvisageable d'aborder cette question sans poser la question de la déportation des femmes et de la spécificité éventuelle de la déportation des femmes. Puisque je fais juste une remarque, il se trouve que mon travail de recherche a pour particularité de s'intéresser aux femmes, mais vraiment dans une approche de genre, donc d'essayer de savoir dans quelle mesure la répression qui touche les femmes, la déportation, le regard de l'occupant, est-ce qu'il y a une incidence de genre ou pas. Donc, comment est-ce que j'ai procédé? En fait, j'ai procédé par le début, c'est-à-dire je suis allée voir ce qu'avait fait la Fondation pour la mémoire de la déportation, et en l'occurrence, je suis donc allée voir le livre mémorial des déportés par mesure de répression, qui est donc sorti en 2004, qui est une somme absolument phénoménale, qui à l'époque comportait à peu près 89 000 noms de déportés par mesure de répression, qui en comporte plus désormais, puisque c'est très régulièrement actualisé. Et puis, vous savez sans doute que non seulement il y a une version papier, mais il y a aussi une version électronique qu'on trouve en ligne. Donc, quand on veut faire une recherche sur un déporté, il suffit de faire www.bddm.org et on tombe sur la liste des déportés, sur les listes de départ et aussi sur les listes des déportés. Alors, le livre mémorial, c'est un outil absolument essentiel. Et pour le Nord-Pas-de-Calais, c'est un outil qui donne en fait des informations sur des listes de départ depuis le Nord-Pas-de-Calais. Il y a 57 listes depuis le Nord-Pas-de-Calais, donc il y a les départs depuis la zone occupée, et depuis la zone occupée, il y a les départs depuis le Nord-Pas-de-Calais qui sont répertoriés 1 jusqu'à 1,57, et on a 57 listes donc de gens qui sont partis. Et puis de manière éparse,
On trouve des informations aussi dans des listes de personnes qui ont été arrêtées sur le territoire du Reich ou dans des listes de personnes qui ont été arrêtées en zone occupée, mais pas sur le territoire du Nord-Pas-de-Calais. Le problème, c'est que cette liste-là, en tout cas les travaux du livre mémorial, ne permettent pas de cibler réellement la population du Nord-Pas-de-Calais. Parce que ce qui est important, c'est le point de départ, c'est l'itinéraire du déporté, mais ce n'est pas la répression qui est orchestrée dans le Nord-Pas-de-Calais sur les populations du Nord-Pas-de-Calais. Donc là, à gauche, en fait, vous voyez la population féminine déportée depuis le Nord. This meeting is being recorded. Donc, ce qui se fait... Si en plus on me le fait en anglais, ça va être compliqué. Donc, you see... The female population. Non, pardon, je plaisante. Bref, toujours est-il qu'on voit bien le Nord-Pas-de-Calais, zone rattachée au commandement militaire de Bruxelles, et donc on voit cette espèce de prolongement là, qu'est le commandement militaire de Bruxelles, et on voit des gens qui partent donc depuis le Nord-Pas-de-Calais, qui arrivent en Belgique la plupart du temps, le plus souvent au début à la prison de Bruxelles, et puis qui repartent depuis la Belgique à destination de l'Allemagne. Ça, c'est une caractéristique qui vaut pour les hommes comme pour les femmes. C'est un système de déportation qui est tout à fait unique et qui n'a strictement rien à voir avec tout ce que connaît la zone occupée et a fortiori la zone libre. Ça, c'est ce que permet le livre mémorial. Moi, je me suis intéressée à une autre source dont a parlé Laurent Thierry dans l'intervention qu'il a faite récemment sur la question du train de l'os et des convois des mineurs. Je suis partie non pas du livre mémorial de la Fondation pour la mémoire de la déportation, je suis partie de la liste mémoriale qui a été effectuée par la Coupole, donc sous l'égide de Laurent Thierry, mais pas que. Et cette liste mémoriale de la Coupole, elle a un intérêt majeur qui est de ne pas considérer d'abord l'itinéraire du déporté, mais de considérer le point de départ, l'ancrage répressif, l'ancrage régional. D'où le fait que sur la slide de droite, vous voyez apparaître la région Nord-Pas-de-Calais. Et donc, grâce à la liste qui est celle de la Coupole, on peut regarder tous ceux qui auront été arrêtés et déportés depuis le Nord-Pas-de-Calais. Donc, s'agissant des femmes arrêtées dans le Nord et déportées depuis le Nord-Pas-de-Calais, mais on peut aussi considérer celles qui ont été arrêtées dans le Nord et déportées depuis la zone occupée. Et on peut aussi y ajouter celles qui ont été arrêtées sur le territoire du Reich. Donc, ça nous permet d'avoir une vision beaucoup plus large, une vision qui est vraiment centrée sur le système répressif de l'occupant, c'est-à-dire comment est-ce que l'occupant organise la répression et la déportation sur ce territoire spécifique qui est le territoire de la zone rattachée au MBB. Et si on croise, donc ce que j'ai fait moi pour constituer ma liste, je suis partie de la liste de la Coupole. Donc je blâme Laurent Thierry, mais il le sait parce que je l'ai déjà blâmé de ça. Je suis partie d'une liste qui ne différencie pas selon le sexe. Ça veut dire que c'est en fonction du prénom que je me suis fixée pour trouver femme ou homme, alors que le livre mémorial, lui, fait le distinguo, indique, enfin, à une colonne femme-homme. Là, il n'y a pas d'indication, donc il y a une marge d'erreur. Mais enfin, toujours est-il qu'on part de ces noms-là. Ça nous donne le lieu de résidence habituel, qui est le Nord-Pas-de-Calais. Et d'ailleurs, l'enjeu mémoriel de la Coupole est tellement prégnant que toutes les personnes qui sont arrêtées sur le territoire du Reich, en fait, on n'indique pas dans la liste de la Coupole arrêtées sur le territoire du Reich, on indique leur lieu de résidence habituel. Donc, on les ramène presque symboliquement sur leur territoire d'origine, comme si, alors qu'en fait, ils ont été arrêtés sur le territoire du Reich. Enfin bon, c'est pas grave. On a donc le nom, on a le lieu de naissance grâce au livre mémorial, le lieu de résidence habituel grâce à la liste de la Coupole. Et puis l'intérêt pour moi, et c'est la raison pour laquelle j'ai fonctionné comme ça, c'est que cette liste-là, sur le département du Nord en tant que tel, j'ai évidemment pu la croiser et l'enrichir avec d'autres listes. Je l'ai croisée avec
les listes des arrestations pour essayer de retrouver les motifs qui avaient conduit à l'arrestation et donc éventuellement à la déportation. Je l'ai croisé aussi avec tout ce que je pouvais savoir des hommes qui forment l'environnement des femmes déportées. Donc, les femmes mariées, j'ai été voir quel était leur environnement en répression. Est-ce qu'elles sont mariées? Est-ce que leur mari est concerné ou pas par le système répressif? Ça peut être aussi leur père, ça peut être leurs enfants, etc. Donc, je me suis intéressée à toutes ces questions relatives à l'environnement en résistance et à l'environnement en déportation. Et puis, grâce au livre mémorial, j'ai évidemment eu plein d'informations sur l'itinéraire en déportation. Autrement dit, quel type de parcours ont connu ces femmes? Est-ce qu'elles sont rentrées ou pas de déportation? Est-ce que les hommes qui étaient leurs proches sont eux-mêmes rentrés ou pas de déportation quand c'était le cas? Donc, ça permet d'avoir une base de données conséquente. En l'occurrence, 236 femmes déportées originaires du Nord. Alors, le chiffre de 236 peut paraître relativement faible, mais bon, il est celui-là. On est sur du 8% de la population déportée, hein, globalement, qui sont des femmes. Et surtout, ces 236 déportées, elles sont, comment dire, elles partagent avec les hommes un certain nombre de caractéristiques dans la déportation, des parcours carcéraux, mais on aura sans doute l'occasion d'y revenir, des convois de très faible ampleur, une déportation aussi qui est extrêmement précoce. Si je prends l'exemple des premières déportées, si on est sur la liste du livre mémorial, les 10 premiers déportés partent entre septembre et novembre 40. Les premières femmes partent en novembre 40 et ces femmes qui partent en novembre 40, il y a 5 femmes qui partent depuis le Nord en novembre 40 et qui vont avoir un parcours en fait absolument exemplaire de ce qu'est la déportation depuis le Nord, c'est-à-dire un parcours carcéral avec de très nombreux lieux de détention. Si je prends l'exemple d'une d'entre elles, premier lieu de déportation à Arnhem, donc Aix-la-Chapelle, ensuite la prison d'Aïcha, ensuite la prison d'Anrat, ensuite celle de Schwerin, etc. Donc, il y a un parcours carcéral, mais avec des lieux de détention successifs qui sont extrêmement importants. Et voilà, j'ai déjà été longuette sur cette première question, donc je vais peut-être m'arrêter là pour que tu puisses continuer. Oui. Oui. Donc, ces 236 femmes déportées du Nord l'ont été majoritairement à quel moment, en fait? Alors, pour l'essentiel, la déportation. Alors, la déportation hommes et femmes confondus dans le Nord-Pas-de-Calais est plus précoce que la déportation si on considère la France dans son ensemble. Globalement, on a pour la France entière 20% des déportés qui le sont avant la fin 1942, alors que si on considère la zone rattachée, on a plus de 30% des déportés qui le sont avant la fin 42. Et cette particularité-là du Nord-Pas-de-Calais, elle est encore plus forte s'agissant des femmes, puisque là, on atteint presque 40% des femmes qui ont été déportées avant la fin 1942. Donc, c'est une déportation qui est extrêmement précoce, qui s'effectue pour beaucoup avant la fin 1942 et qui, en plus, commence très, très vite. Si je reprends l'exemple de la première déportée du Nord, qui s'appelle Mariette Roels Duflot, elle est arrêtée le 2 septembre 1940. Elle est déportée le 16 novembre 1940. Donc, elle a fait 2 mois d'internement sur le territoire français, à la prison de Loos, et elle est immédiatement déportée. Le temps d'internement sur le territoire français est en règle générale assez restreint. Et donc, en fait, on a une chronologie de la déportation, mais sur laquelle on reviendra pour évoquer la question des communistes. On a une chronologie de la déportation qui est, pour les femmes, 40-42, c'est essentiel. 43, c'est toujours relativement conséquent. Et 44, ce sont les communistes qui sont déportés, qui permettent, pardon de le dire comme ça, de maintenir
un niveau de déportation similaire à celui de 43, sinon ça s'effondrerait, alors que pour les hommes, par contre, on a une augmentation absolument stupéfiante de la déportation en 44. Parce qu'il y a des victimes de rafles en particulier et qu'il y a des nécessités de main-d'œuvre qui expliquent une déportation des hommes beaucoup plus conséquente encore en 44. Enfin, le phénomène d'explosion, en tout cas, il n'a pas lieu pour les femmes, il a lieu pour les hommes. En fonction des données que tu as pu recueillir, est-ce qu'on pourrait faire un classement de ces déportés selon leur âge, leur statut matrimonial Oui, alors, c'est compliqué de dire un classement. En l'occurrence, en termes de répartition par âge, on a dans le Nord-Pas-de-Calais, enfin, ce que je dis est valable pour le Pas-de-Calais aussi, même si j'ai travaillé sur le Nord, on a la même caractéristique de structure par âge que pour la France entière, c'est-à-dire une population déportée qui est très mature. Moyenne d'âge, 37-38 ans. Donc, on a vraiment moyenne d'âge qu'on retrouve aussi pour la population résistante. Donc, on a une population qui est marquée par une maturité très conséquente. Ce qui est particulier au Nord et ce qui est particulier aux femmes du Nord, c'est le fait que cette maturité-là, elle est accentuée par le fait que non seulement on a des femmes déportées qui ont 30, 35 ou 35, 39 ans, mais on a aussi une surreprésentation pour les 40, 44 ans et pour les 45, 49 ans. Donc, on a des femmes qui sont relativement âgées, en tout cas d'âge mûr, qui sont déportées. La plus vieille déportée du Nord, elle a 63 ans au moment de sa déportation. Et elle revient de déportation. Mais voilà, ça c'est les extrêmes. On a donc une surreprésentation des femmes qui sont âgées de 35 à 49 ans, on va dire, ce qui accentue encore la maturité de la population féminine déportée. Et on a cette surreprésentation, comme on l'a d'ailleurs pour le phénomène résistant, parce qu'on est dans le Nord-Pas-de-Calais. Et parce que dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a cette expérience de la première occupation qui fonde en tout cas, pas forcément qui justifie, mais qui fonde un engagement qui est beaucoup plus précoce, beaucoup plus rapide et beaucoup plus visible que dans beaucoup d'autres régions. Donc, on a cette expérience de la première occupation et s'agissant des femmes, on a ce souvenir, cette mémoire d'engagement résistant dès la première occupation. Alors, on ne parle pas de résistance en 14-18, mais c'est un engagement résistant avant la lettre qui fonde évidemment un engagement plus conséquent de femmes relativement âgées. La génération des femmes qui ont 35 à 49 ans, c'est des femmes qui ont connu la Première Guerre mondiale. Et d'ailleurs, pour la plus âgée d'entre elles dont je vous parlais, donc qui s'appelle Jeanne Gaden Scarcerio, Jeanne Gaden, c'est une femme qui s'est engagée en 14-18. Son mari était prisonnier de guerre et elle a accueilli des soldats anglais et elle a commencé assez vite à faire du renseignement. Elle n'a pas été arrêtée à ce moment-là, mais elle a été reconnue pour son engagement. Et elle fait exactement la même chose en 40. Là, il se trouve qu'elle est veuve. Et elle fait exactement la même chose, c'est-à-dire qu'elle va d'abord se signaler par le soutien qu'elle va apporter aux soldats anglais. Donc ça, en termes de structure par âge, ça c'est la première chose. La deuxième chose à dire, c'est qu'on a aussi dans le Nord-Pas-de-Calais une forte représentation des jeunes femmes, des jeunes filles qui sont... alors qu'en France, parmi les déportés, elles sont plutôt sous-représentées. Là, elles sont plutôt surreprésentées. Mais il faut se méfier, parmi ces jeunes filles, on a aussi des jeunes femmes qui ont été arrêtées sur le territoire du Reich, donc dont l'engagement résistant n'est pour le moins pas attesté, qui ont été arrêtées souvent parce qu'elles ne se sont pas forcément très bien comportées une fois qu'elles étaient sur le territoire du Reich, et donc elles sont transférées en camp de concentration à ce moment-là. Et puis, on a des jeunes filles dont l'engagement résistant n'est pas attesté du tout. Donc, on ne sait pas. Mais il y a effectivement une proportion non négligeable de jeunes qui sont souvent d'ailleurs, alors pour celles qui sont résistantes, des jeunes filles qui travaillent en résistance avec leur famille. Donc, qui sont dans le sillage, dans la mouvance
de la mère. Par exemple, la première déportée du Nord dont je vous ai parlé, Mariette Roels Duflo, elle est arrêtée en même temps que sa fille, qui fait exactement la même chose qu'elle. Donc, la fille est dans la mouvance de la mère. Et puis, il y a des cas assez connus de jeunes filles, comme Raymond de Marc, qui, toute la famille est en résistance, mais le père est d'abord en résistance, et puis la fille aînée est en résistance, la cadette sera en résistance, et une fois que le père est déporté, c'est la fille qui prend le relais, et qui va elle-même être déportée ensuite, et donc ce sera la cadette qui prendra encore le relais. Donc on a au niveau de la structure par âge, ce phénomène d'une maturité, encore une fois, mais avec surreprésentation, enfin maturité accentuée des femmes, et puis une surreprésentation des jeunes filles, mais qui ne signifie pas forcément une deuxième, en tout cas pas une deuxième génération résistante. C'est plus un relais pris de la résistance dans la mouvance familiale qui concerne donc ces jeunes filles. Voilà. Sur la structure matrimoniale, on a beaucoup de femmes mariées. De mémoire, il me semble que c'est 160, sur les 236, 160 sont mariées. Donc, et là aussi, c'est assez proche de la structure matrimoniale de la population résistante féminine, mais des femmes mariées, j'y reviendrai peut-être un peu après, des femmes mariées qui ne sont pas forcément engagées en résistance et moins encore en répression aux côtés de leur époux. Mais en t'écoutant, je pense à 2 fusillés du fort de Bondu qui donc ont été fusillés. Il s'agit de Louis Herbeau et de Eugène Dallandre. Et Louis Herbeau est arrêté, fusillé. Il faisait partie du réseau Alliance, et sa femme et sa fille ont été arrêtées et déportées également. Donc, et de la même façon, chez les Dallandre, lui est arrêté, je crois que c'est fin 43, mais sa femme sera déportée et le fils également sera déporté, mais il n'ira pas plus loin que le fort de Huy en Belgique. Donc, est-ce que ces 2 exemples montrent qu'il y a une sorte de différence de traitement entre les hommes et les femmes dans la répression qui est mise en place? Alors, logiquement, en zone rattachée, il ne devrait pas y en avoir. En tout cas, la législation mise en évidence dans la zone rattachée est établie sous l'égide du commandant militaire, donc de von Falkenhausen pour le MBB, et puis de Heinrich Niehoff pour l'Oberfeldkommandantur 670 ici dans le Nord. C'est une législation qui ne fait jamais la différence entre hommes et femmes. Alors que pour la zone occupée, on a des textes de von c'est imprononçable, Stülpnagel, donc le commandant militaire de la zone occupée de 40 à 42, qui disent très clairement qu'un individu de sexe masculin qui ferait ceci ou cela sera fusillé sur le champ. Par contre, une femme sera envoyée en camp de concentration en Allemagne. On a des avis à la population pour la zone occupée qui disent ça. Dans la zone rattachée, ça n'est jamais le cas. Il n'y a jamais un avis ou un texte législatif qui dise qu'il y aura une différence de traitement entre les hommes et les femmes. Et là, je vous montre un avis du type de ceux qui peuvent être affichés pour faire savoir à la population à quoi elle s'expose si jamais elle commet tel ou tel acte. Donc, il s'agit d'un avis qui porte sur la répression du soutien apporté aux Anglais, qui est ce qui préoccupe le plus l'occupant dans la zone rattachée. Et donc, on a un avis qui date de la fin 41, donc qui n'est plus désormais que, entre guillemets, en allemand et en français. Pendant toute la première année, on avait en allemand, en français et en flamand. Là, on est seulement sur de l'allemand et du français. Et on annonce donc à la population que le conseil de guerre, puisque là aussi, les autres intervenants y ont insisté et à raison,
on est toujours sur une répression judiciaire qui appartient totalement aux autorités militaires. Donc, le Conseil de guerre a prononcé les condamnations suivantes pour hébergement et action en faveur d'anglais, aide apportée à l'évasion, pour falsification grave de pièces officielles. Et donc, on voit 3 mentions, à mort, aux travaux forcés, à mort et à 10 ans de travaux forcés. Ah, c'est le maximum, puisqu'on peut conjuguer les deux. Les individus condamnés, on voit bien que lorsque je suis un homme, c'est à mort. C'est jamais le cas quand il s'agit d'une femme. Et par contre, pour les femmes, ce qu'on voit apparaître, c'est les travaux forcés. En fait, les travaux forcés, ça veut dire déportation. Parce que c'est une peine de réclusion qui sera effectuée en Allemagne et qui a été prononcée par un tribunal militaire. Et donc, ça signifie déportation. Mais on n'écrit pas déportation et on n'écrit pas Allemagne. Alors que, encore une fois, en zone occupée, on l'écrit. Là, on ne l'écrit pas. On voit aussi la différence de sexe au fait que, si vous regardez dans les travaux forcés, il y a un couple, les Versuren, Gérard et Berthe, qui sont tous les deux condamnés aux travaux forcés. Mais la peine de l'homme est supérieure à acte équivalent à la peine de la femme. Et ça, c'est une constante aussi. On a presque toujours un distinguo de peine, homme-femme, avec une peine plus lourde pour les hommes à l'intérieur du couple, parce qu'à l'intérieur du couple, dans le système de représentation allemand, qui est un système absolument patriarcal, très clairement, c'est lui qui est le chef. Donc, c'est lui qui a porté la décision, donc il est normal qu'il soit plus lourdement condamné qu'une femme. Ce qui ne veut pas dire qu'une femme ne puisse pas être condamnée très, très lourdement. Hein. Mais à l'intérieur du couple, c'est ça. Donc, on voit bien que la mort d'un côté, les travaux forcés de l'autre, et puis à l'intérieur du couple, on a aussi un distinguo entre hommes et femmes. Et donc, on a effectivement, ça illustre un cas précis de soutien apporté aux Anglais, mais on a effectivement une différence énorme de traitement entre hommes et femmes, parce que les hommes sont mis à mort et sont, là en l'occurrence, Édouard Pieters va être fusillé. Et il va être fusillé peu de temps après, alors je n'ai pas la mémoire de la date en tête, mais je crois que c'est en mars 42, au fort du Vert-Galant, et il est fusillé sur le territoire régional. Les fusillés du Nord, 542, sauf erreur, c'est 14% des fusillés de France. Donc il y a un poids de la mise à mort des hommes sur le territoire qui est absolument énorme en situation de guerre et qui sera absolument énorme après dans le poids que ça va occuper dans la mémoire. Par contre, les femmes, déportation, et donc d'une certaine manière, si mise à mort il y a parce que des femmes meurent en déportation ou parce que des femmes sont mises à mort en déportation, cette mort-là n'est pas une mort immédiatement visible, immédiatement palpable, immédiatement perceptible, en tout cas pendant le conflit. Et ça, c'est aussi un héritage de la Première Guerre où l'occupant a mis à mort des femmes sur le territoire régional, en Belgique en particulier, mais aussi en Nord, et où très clairement, le fait de s'en prendre aux femmes et de mettre à mort des femmes a été tellement contre-productif, parce que c'est le signe absolu de la barbarie, que l'occupant, en arrivant en 40, ne réitère pas cette erreur qui avait constitué à prononcer. Alors, prononcer la peine de mort, on le fait, mais en tout cas à la rendre exécutoire, et surtout à la rendre exécutoire sur le territoire métropolitain, et là, en l'occurrence, sur le territoire français. J'étais en train de penser aux mises à mort parmi nos 236 femmes qui sont déportées. On y reviendra sans doute. Comme partout en France, grosso modo, 20% sont décédés en déportation, ce qui est en soi extrêmement conséquent. Mais là aussi, il y a un différentiel avec les hommes, parce que c'est vrai pour le Nord, c'est vrai pour la France entière. Le taux de survie
des hommes est beaucoup plus faible que celui des femmes. C'est 20% pour les femmes, 20% qui sont mortes ou disparues en déportation, c'est 40% pour les hommes. Donc, il y a bien un différentiel énorme. Et parmi ces 236 femmes, donc, dont certaines sont mortes, on a, et ça c'est des indications que donne le livre mémorial, on a des indications très précises sur le fait que certaines aient été gazées en camp ou exécutées en camp. Donc, elles sont peu nombreuses, mais on a effectivement des femmes mises à mort. Je ne parle pas du fait de mourir des conditions iniques qui sont celles de la déportation. Je parle d'une exécution en tant que telle dans le système concentrationnaire. Donc oui, il y a une différence homme-femme qui est extrêmement forte. Il y a d'autres choses qui pourraient être soulignées. Dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a un taux de libération des déportés qui est relativement fort par rapport à la France dans son ensemble. On est à 14% de détenus qui ont été libérés. Je crois que Laurent Thierry en a un peu parlé précisément pour souligner le fait que le besoin de main-d'œuvre, et en particulier le besoin d'une main-d'œuvre très qualifiée, que sont les mineurs par exemple, fait qu'on rapatrie et que donc on libère de camps des hommes. Le taux de libération des femmes est beaucoup plus faible. Beaucoup plus faible. Donc là, pour le coup, le différentiel joue en défaveur des femmes parce qu'elles sont moins considérées, et de fait, elles ne sont pas des travailleuses dont le travail est considéré comme essentiel à la bonne marche de l'activité sur le territoire. Donc, on les libère moins, beaucoup moins, en tout cas que les hommes. Voilà, c'est autre différence aussi, mais là on ne le voit pas du tout avec la déportation, les femmes ne sont pas concernées par les rafles. Donc il y a effectivement un rapport à la déportation, à la répression, pardon, qui est complètement différent de celui que connaissent les hommes. Tu parles des rafles et on n'évoque pas les rafles des Juifs. Là, non, là je parle de rafles de résistants. Oui. Voilà, de résistants, oui. De rafles destinés à fournir un vivier d'otages qui pourront, comment dire, malheureusement, qui pourront être exécutés en tant que de besoin, puisque l'occupant établit des nombres d'exécutés au prorata des attentats qui sont commis contre l'occupant. Donc, ça peut être 1 pour 50 ou 1 pour 100. Et donc, c'est dans les otages et c'est dans les raflés que l'on puisse… Non, je ne parle absolument pas là, de la déportation ou de la répression qui tiendrait de la persécution. D'accord. Je voulais savoir pourquoi ce taux de libération était très faible. En fait, j'avais entendu que c'était qu'on n'avait pas vraiment besoin des femmes dans ce souci de… C'est un peu brutalement dit, mais de fait, on n'a pas, il n'y a pas de nécessité de libérer les femmes. Oui, oui. Alors, quelques-unes sont libérées. Pour certaines, mais alors, bon, dans un ou deux cas de figure, on peut penser qu'elles ont été libérées grâce à l'intervention du préfet du Nord, puisqu'on a des dossiers pour lesquels il y a eu des interventions répétées du préfet, et au moins pour une d'entre elles, on a la presque certitude que c'est cette action-là qui a permis la libération, une fois la moitié de la peine effectuée. Avant la moitié de la peine effectuée, c'est même pas la peine d'en parler. Une fois la moitié de la peine effectuée, elle a pu être libérée. Mais oui, les hommes qui sont libérés ne le sont pas pour bons et loyaux services. Ils le sont parce qu'à un moment donné, on a besoin que le Nord-Pas-de-Calais continue à fournir à la machine de guerre allemande le charbon et ce dont elle a besoin pour fonctionner. Et donc, on a besoin d'hommes. Donc, on fait revenir les hommes de manière beaucoup plus significative que les femmes. Mais dans ce traitement différent entre les hommes et les femmes, que peut-on dire des condamnations
Nuit et brouillard, NN. Est-ce que ça touchait plus les hommes? Alors ça, je suis absolument incapable de le dire parce que, comment dire, pour faire la liste des déportés, dans un monde idéal, j'aurais eu le temps de faire une liste des déportés, pas EES, des déportés hommes du Nord, et j'aurais pu comparer les deux. Le seul problème, c'est que la constitution d'une liste des seules femmes est déjà tellement longue, en tout cas pour retrouver leur environnement, toutes les informations qu'on peut croiser par ailleurs, c'est déjà tellement long qu'en fait, je n'ai pas fait la même chose pour les déportés. Donc, je n'ai pas de liste des déportés du Nord et je n'ai pas de statistiques qui mettent en évidence quel pourcentage représente les Nachtonnebel parmi les hommes et par rapport auquel j'aurais pu comparer le mien. Ce qui est très clair, c'est qu'on n'a pas du tout le sentiment que les femmes soient mises à l'écart de ce statut Nachtonnebel dès lors qu'elles sont engagées en résistance et qu'on souhaite effectivement comment dire, leur faire purger leur peine ailleurs que sur le territoire national et dans l'opacité la plus totale relative à leur sort, elles sont Nachtonnebel. L'essentiel des résistantes sont Nuit et brouillard dans la liste. Donc, voilà. Oui, je pensais notamment à Nelly de Vienne, qui est cette jeune de Roubaix qui avait lancé ce journal clandestin et qui avait été déportée NN, donc pas jugée du tout dans le Nord, mais envoyée en Allemagne pour être jugée par un tribunal allemand. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai des communistes, mais indépendamment des communistes, dès lors qu'on est dans une résistance de propagande, oui. Oui, globalement, on est concerné par ce statut-là, parce qu'il faut effectivement faire sortir du territoire et comment dire, libérer le territoire, si je suis dans l'optique allemande, de toutes ces forces qui sont potentiellement d'une opposition conséquente. Oui. Alors, j'ai une question que je te pose, mais je ne sais pas si c'est judicieux. Quand on lit Germaine Tillon et son ouvrage sur Ravensbrück, elle parle des femmes qui sont donc envoyées en déportation pour collaboration horizontale, comme on disait, les prostituées du Nord. Et elle nous parle à plusieurs reprises des prostituées du Nord. Est-ce que tu as eu des informations particulières sur elles? Alors, Odile, tu es la spécialiste des questions qui sont compliquées. Excuse-moi. Parce que tu te doutes bien que le problème des listes, c'est qu'elles sont effectuées a posteriori. Oui. Et que par ailleurs, c'est vrai de la Fondation pour la mémoire de la déportation, mais c'est vrai aussi de la Coupole, le but qui préside à l'élaboration des listes n'est pas de mettre en lumière la raison pour laquelle X ou Y a été déporté. Et à plus forte raison, quand la raison pour laquelle la déportation a eu lieu n'est pas spécialement comment dire, un titre de gloire. Donc ça, c'est une information qu'on n'a jamais. Par contre, on sait que la prostitution se porte très bien dans la zone rattachée pendant le conflit. On sait que l'occupant est absolument préoccupé est un terme très faible, très 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 attentif à la bonne santé des prostituées et à une hantise absolue de contamination des troupes. Donc il y a une surveillance sanitaire qui est absolument stupéfiante. Ça, les travaux de Étienne de Jong en particulier, on parle beaucoup de la manière dont l'occupant orchestre ça. Et effectivement, il y a des femmes qui sont déportées de droit commun pour fait de prostitution et parce que
elles auraient éventuellement contaminé X ou Y. Mais ça, par contre, moi, je ne peux pas le retrouver. Je voulais en parler après, mais sur mes 236 femmes, je peux être absolument certaine qu'elles sont résistantes pour 171 d'entre elles. D'accord. Oui. Absolument certaine. Dans 2 ou 3 cas, je suis absolument certaine qu'elles ne le sont pas. Et puis après, j'ai une petite inconnue. Donc, l'ancrage résistant, c'est au moins 2/3 des déportés, voire, si on calcule pile, ça fait 73%. Mais c'est à minima. C'est-à-dire que ça n'est pas parce que pour les autres, je n'ai pas pu retrouver une information sur leur engagement résistant qu'elles ne l'ont pas été. C'est compliqué, mais en tout cas pour ça, c'est la même chose pour parce que là tu évoques la prostitution, mais celles qui sont rentrées d'Allemagne en même temps que tous les déportés qui sont rentrés en tout cas en 1945 pour avoir travaillé pour l'ennemi. C'est une recherche qui est extrêmement récente. Vous avez sans doute vu passer les travaux de Camille Fauroux sur les travailleuses civiles en Allemagne. Ce sont des femmes qui ont fait le choix de partir. Et jusqu'à présent, on se préoccupait assez peu de ces situations à la marge de femmes qui ont fait ce choix de partir, qui ont fait ce choix de se mettre au service de l'occupant, alors pour plein de raisons, et qui ensuite vivent une vie spécifique en Allemagne. Mais là aussi, on sait que dans le Nord, c'est important. Mais pour l'instant, moi, je ne connais personne qui travaillerait spécifiquement sur les archives qu'on peut avoir dans le Nord. Moi, j'ai été tombée sur un certain nombre de dossiers, effectivement, qui montrent qu'il y a eu un appel d'air conséquent en faveur de ce travail en Allemagne, spécialement pour les jeunes femmes, parce que la situation dans le Nord est absolument catastrophique et que c'est un moyen de survie aussi que d'aller travailler pour l'occupant. Mais au retour, on n'a pas les documents qui nous disent voilà pour quelle motivation X ou Y est parti. Donc c'est très compliqué à reconstituer. C'est très très compliqué. Tu parlais de la situation matrimoniale tout à l'heure. Reconstituer la situation matrimoniale des déportés, c'est extrêmement compliqué parce que comme les listes sont faites après, en règle générale, elles prennent en compte la situation 5 ans enfin, après le conflit. Donc, elle vous donne un nom d'épouse qui parfois n'a strictement rien à voir avec la situation matrimoniale qui était celle de la déportée en temps de guerre, qui était à ce moment-là célibataire. Voilà, donc il faut travailler longtemps d'une part, et puis par ailleurs sur les motivations, c'est extrêmement, extrêmement compliqué. Donc, sans rentrer dans cette particularité de la déportation, quand on regarde l'entrée en résistance de ces femmes, elles étaient majoritairement dans quel type d'activité? Alors, ça, c'est relativement plus simple, oui, parce qu'on peut, en croisant avec les sources des arrestations, retrouver les raisons pour lesquelles elles ont été arrêtées, qui fondent évidemment leur déportation ensuite. J'ai dit tout à l'heure, j'ai plus des 2/3 des femmes dont je suis absolument certaine qu'elles sont résistantes. Parmi ces femmes-là, si j'essaye de classer, comme on le fait traditionnellement, entre résistance organisée et résistance civile, puisque non pas que les deux s'opposent absolument, mais il se trouve que les premiers travaux qui ont été faits sur la déportation et sur la structuration de la déportation par Jean Kellien utilisent sa classe entre appartenance à la résistance organisée, appartenance à la résistance civile ou non résistant. Et si j'essaye de faire la même chose avec ces déportées dont je sais qu'elles sont résistantes, grosso modo, moitié-moitié résistance organisée, résistance civile. Ce qui veut bien dire déjà qu'il y a un poids énorme de la résistance civile. Ceci dit, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose parce que, en fait, quand on regarde les actes qui sont ceux qui justifient l'arrestation,
En fait, c'est souvent les mêmes. Et le premier acte qui est commun à celles qui vont être dans la résistance organisée ou à celles qui ne sont pas et qui sont en résistance individuelle, c'est un acte qu'on pourrait qualifier de sauvetage. Pour 30% d'entre elles, les femmes du Nord sont déportées pour sauvetage. Sauvetage d'abord, sauvetage au sens très large, pas sauvetage seulement des populations persécutées, hein. Sauvetage au sens très large, aide apportée aux soldats anglais, hébergement de soldats anglais, vivres apportés aux soldats anglais. Alors d'abord ceux qui sont restés sur le territoire, et puis à partir de 1941, ceux qui tombent sur le territoire. Fourniture de faux papiers aux soldats de façon à ce qu'ils puissent être évacués. Évasion des soldats en question. Et puis si on élargit, en fait, cette aide et ce secours apporté aux soldats qui représentent toujours une force dont on espère qu'elle va pouvoir anéantir l'Allemagne, ben, on a aussi hébergement de résistants, hébergement de réfractaires, hébergement de déserteurs allemands. Oui, donc ça, c'est vraiment le creuset qui vaut que les femmes soient en individuel, encore une fois, ou en résistance organisée. Et puis, quand elles sont dans la résistance organisée, s'ajoutent à ça d'autres activités qui sont structurées au sein de la résistance organisée, des activités de propagande, des activités d'évasion au sens convoyage, pas seulement mise à l'abri, mais organisation du convoyage de ceux qu'il faut faire sortir de la zone rattachée. Et on a, ici, en zone rattachée, des réseaux qui sont des réseaux très précoces d'évasion et de convoyage. On parlait de Raymond de Marc tout à l'heure, le réseau Ali France. Voilà, ou Zéro France, Ali France. C'est des réseaux qui sont spécialisés très vite dans ce type d'activité. Et puis, on a évidemment toutes celles qui sont aussi agents de liaison au sein des organisations et en particulier des FTP, mais pas seulement. Quand je parlais de mettre à l'abri la résistance, il y a évidemment la mise à l'abri des hommes, mais il y a aussi la mise à l'abri du matériel. C'est-à-dire accepter le fait que soit déposé chez soi un poste émetteur, accepter le dépôt d'armes. Et puis après, il y a évidemment le convoyage de ces armes ou de ce poste émetteur. Mais c'est sans doute la spécificité de la résistance des femmes qu'on retrouve là, c'est-à-dire comme elles sont dans une position, Laurent Douzou parle au seuil de la porte. En fait, elles font l'interface entre la maison, le foyer, qui va constituer un abri, et puis la zone du combat, qui est logiquement à l'extérieur de la maison. C'est Marie-Madeleine Fourcade, je crois, qui disait que la spécificité de 39-40, c'est que le front n'est pas au-delà, le front est au seuil de la porte. Il est immédiatement devant. Et donc, comme les femmes sont celles qui sont les gardiennes du foyer, elles jouent ce rôle absolument particulier d'ouvrir la porte, d'accueillir, et en même temps, comme elles sont censées être moins visibles, plus innocentes, plus capables de déjouer la rigidité ou la rigueur des feldgendarmes qui les arrêteraient, elles sont aussi celles qui sont beaucoup sur les routes, beaucoup dans le convoyage, pour faire passer les armes, les tickets de ravitaillement, le courrier, les individus, et donc elles jouent un rôle qui est à la fois ramener, mettre à l'abri, et en même temps faire le lien constamment, ce qui est extrêmement important pour les femmes, puisque traditionnellement, on met de côté, les femmes seraient dans l'espace privé strictement, et les hommes seraient dans l'espace public. Et là, pour le coup, il y a un rôle tout à fait particulier qui fait se jouxter le public et le privé en faveur de l'engagement résistant. En entendant évoquer ce rôle dans la résistance, je voulais annoncer une triste nouvelle, c'est le décès de Henriette Anotte, qui a fait passer plus d'une centaine de Britanniques et de personnes recherchées, et qui a réussi à
échappé justement à toute arrestation. Mais beaucoup d'autres n'ont pu avoir cette chance. Voilà. Alors là, dans la résistance, on pourrait peut-être évoquer le cas particulier des femmes communistes. Je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant. Voilà, donc plutôt que de parler d'abord de figures, je revenais sur la chronologie dont on a déjà un petit peu parlé tout à l'heure. Donc là, c'est seulement la chronologie de la déportation des femmes. Alors, on voit bien qu'il y a une augmentation. Je vous ai dit tout à l'heure, alors si vous voyez bien les couleurs, la couleur orange vif, ça correspond à partie de la zone rattachée. Oui. La couleur orange plus palichon, c'est depuis la zone occupée. Et puis, le vert, c'est depuis le territoire du Reich. D'accord, oui. Et je vous disais tout à l'heure, voilà, on a un niveau en 44 qui se maintient, qui est supérieur à celui de 43, mais sans que ça soit exponentiel comme pour les hommes, entre autres parce qu'on a des départs depuis la zone occupée qui s'effectuent un tout petit peu en 43 et puis surtout en 44. Et ces départs, en fait, depuis la zone occupée, c'est justement, pour l'essentiel, les femmes communistes, alors qui pèsent, quand on en a discuté avant avec Odile, ça a été l'objet d'un échange, les femmes qui appartiennent au parti ou qui sont considérées comme des militantes communistes depuis longtemps ne pèsent pas très lourd dans la déportation. C'est 9% des déportés, donc c'est beaucoup moins que ce que l'on pourrait imaginer au regard du rôle qui est extrêmement important de ces jeunes femmes communistes dans l'organisation de la résistance communiste dans la zone rattachée. Mais par contre, dans la déportation, on les retrouve en fait à deux moments. Les femmes communistes, on y reviendra peut-être après, ou je le dis maintenant, on les retrouve déjà en 41. En 41 et puis tout début, là on la voit à peine en 42 parce que c'est la date de départ. On a deux arrestations qui ont lieu en 41, dont celle de Martha Desrumaux, qui va qu'on ne présente plus et que Pierre Autric, que je crois, va évoquer dans une autre intervention. Oui. Voilà, Martha Desrumaux va être une des premières Françaises déportées à Ravensbrück et elle va être déportée en janvier 42 après avoir été arrêtée donc en 41. C'est pas la seule communiste à être déportée, il y a aussi Paulette Caudrelier qui est déportée aussi à ce moment-là. Mais pardon, c'est vraiment infinitésimal pour les années 41-42. L'essentiel c'est 44, mais l'essentiel c'est 44 avec des femmes qui ont la plupart du temps été arrêtées en 42. D'accord, oui. C'est des communistes qui sont arrêtés en 42. C'est un groupe dont faisait partie Yvonne Abbas, que sans doute beaucoup ont connu. Yvonne Abbas, elle est arrêtée en 42 avec un certain nombre d'autres femmes communistes. Il y a eu un coup de filet assez monumental sur l'organisation des femmes communistes du Nord, sur lequel on a beaucoup de documents d'archives et en particulier des documents relatifs aux interrogatoires que les autorités occupantes font avec ces futurs déportés, interrogatoires qui sont extrêmement musclés et dont on connaît d'ailleurs le caractère musclé précisément au fait que le compte-rendu d'interrogatoire ne dit rien. Dit « nous laissons passer un temps et nous reprenons l'interrogatoire », ce qui signifie qu'effectivement les choses ont été très problématiques. Toujours est-il qu'un certain nombre de jeunes communistes sont arrêtés au printemps 42 et vont être jugés par la Cour extraordinaire, par cette juridiction d'exception qui a été mise en place pour réprimer l'activité communiste, qui est la section spéciale. Donc, on a mis en place dans la zone rattachée, comme ça a été le cas en France, une section spéciale. Donc, c'est la section spéciale de la Cour d'appel de Douai. Et il y a un certain nombre de femmes communistes, et d'hommes aussi, mais des femmes communistes, qui sont jugées au printemps 42, parfois en 43 encore, et qui sont jugées pour mener communiste, pour avoir, c'est plus le texte de 39 qui régit, c'est pour avoir, développé des menées communistes qui sont attentatoires à l'ordre occupant.
La plupart d'entre elles sont très, très, très lourdement condamnées. Elles sont condamnées souvent entre 5 à 10 années de réclusion, ce qui est absolument énorme comme condamnation au regard de ce qu'on a pu trouver parfois, parce que c'est évidemment sur pièce que les condamnations sont faites. Donc, en fonction des tracts, des armes, de ce qui a pu être trouvé chez elles, elles sont condamnées 5 à 10 années. Et très paradoxalement, ce qui est très intéressant dans leur cas, c'est que la lourdeur de leur condamnation est presque ce qui les sauve. Parce qu'elles sont lourdement condamnées, donc elles vont effectuer une partie de leur peine en France. Si on prend le cas d'Yvonne Abbas, elle va être transférée à la centrale de Rennes, comme d'autres communistes, dans un système carcéral qui n'est absolument pas idyllique, qui n'est pas du tout un lieu de villégiature qu'on pourrait souhaiter à tel ou tel, mais qui en tout cas n'a rien à voir avec un camp de concentration. Et le fait d'avoir passé 2 ans dans ce système carcéral, sans changer le lieu de détention en permanence, en soudant aussi des amitiés qui existaient déjà avant, mais c'est aussi le moment où les femmes, parce que la répression et la déportation, c'est entre femmes, et on apprend à connaître, et on apprend à savoir qui seront les points d'appui, on apprend à savoir sur qui on peut compter, etc. Et en fait, elles ne sont déportées qu'en 1944, là dans des grands convois, des convois de grande ampleur, en particulier le convoi des 35 000. Et c'est pour ça qu'on les voit apparaître sur ma colonne 44. C'est toutes ces jeunes communistes qui ont donc des parcours qui sont totalement à la marge par rapport au parcours, voilà, arrestation sur le territoire français, prison de Los, centrale de Rennes, fort de Romainville, déportation par des convois de très grande ampleur, de 800 à 1000 femmes en 1944. C'est totalement exceptionnel par rapport à ce qu'ont connu la presque totalité des déportés du Nord, qui, encore une fois, pour plus d'1 sur 2, ont connu des parcours carcéraux, exclusivement carcéraux, mais avec parfois plein de lieux de détention, ce qui n'était pas forcément évident, ou qui ont connu des parcours mixtes. Prison d'abord, camp ensuite, ce qui est le parcours le plus meurtrier en termes de devenir. Donc, voilà pour les communistes, peut-être juste, parce que je ne sais pas. Alors du coup, c'est un témoignage d'Esther Brun, qui est une déportée, et qui, c'est le texte qu'on voit en mauve. Hein. C'est un texte qui évoque Martha Desrumaux à Ravensbrück. Donc un jour, on a appris que Martha avait été arrêtée et fusillée. Tout le monde a été atteint, en même temps que Joseph Engels. Et puis moi, j'ai été arrêtée et déportée. J'ai été arrêtée en septembre 1943, déportée début d'année 1944. La première femme française que j'ai vue à Ravensbrück, c'était Martha. On était beaucoup. On était 600 femmes arrivées en même temps. Et parmi ces 600 femmes, nous étions 4 du Nord. Il y avait Georgette Cadras, Suzanne Cagé, et tout le monde croyait qu'elle était fusillée. Alors on arrivait, on était en file, en colonne, et on a vu une femme, une grande femme, 1,75 m, Martha Desrumaux, toute maigre. Elle portait 2 seaux et elle observait ses nouvelles. À son allure, je dis, regarde un peu, je ne me trompe pas. Et Suzanne Cagé qui dit en même temps, c'est Martha. Et Martha est passée à côté de nous. Et ce texte-là, en fait, plus que pour Martha Desrumaux, encore une fois, je n'ai pas l'intention d'évoquer particulièrement la figure, il me semble extrêmement important parce qu'il dit à quel point le système concentrationnaire est dévastateur, parce qu'il signifie la perte absolue des repères. Or, pour les femmes du Nord, arriver dans un lieu où on voit une femme du Nord qui est une figure connue, c'est la première chose qui revient dans le récit, de dire, voilà, là on a trouvé un repère. Et ça me semble, assez important. Voilà. Quelqu'un nous demandait par un petit texte, est-ce qu'on pourrait avoir une idée de la répartition socio-professionnelle, enfin la répartition sociale de ces déportés?
Alors, pour beaucoup d'entre elles, je ne connais pas leur métier si elles en ont un. Il y a beaucoup de ménagères. Pour celles qui sont pas ménagères au sens qu'on donne au mot ménagère dans l'entre-deux-guerres dans les années 40, hein, c'est-à-dire femmes au foyer, n'exerçant pas de profession à l'extérieur. Et pour celles qui travaillent, elles sont trop peu nombreuses pour qu'on puisse faire une répartition qui ait beaucoup de sens, mais très clairement, ouvrières, employées, des femmes qui occupent des positions stratégiques, mais c'est les mêmes caractéristiques qu'en résistance, hein. Donc des femmes qui occupent des positions de concierge, des tenancières de café ou d'auberge, parce que, encore une fois, là aussi, ce sont des positions stratégiques. Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, ça n'exclut pas des femmes qui ont des positions beaucoup plus, supposant un niveau d'études beaucoup plus conséquent. Madeleine Martinache, hein, avocate. Donc, voilà, il y a ce grand écart. Pour celles, encore une fois, dont on connaît la profession, plutôt des femmes qui représentent ce qu'on appelait encore à l'époque les classes populaires. Et puis tout à l'heure, tu as évoqué, et j'ai botté en touche sur la question, tu as évoqué la question de la structure, de la répartition, la structure matrimoniale. Et moi, au-delà de cette répartition, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont celles qui s'engagent seules. Et donc là, si on regarde, on a effectivement 160 femmes qui sont mariées, une petite soixantaine qui sont célibataires, un tout petit nombre qui sont veuves, d'autres qui sont divorcées, et entre guillemets, sous les célibataires, veuves et divorcées, j'ai mis libres d'elles-mêmes. C'est une expression que j'ai empruntée à Teresa Torres, qui n'a strictement rien à voir avec la déportation. C'est une jeune femme qui a rejoint les forces françaises libres et qui dit d'elle-même qu'elle voudrait être libre d'elle-même. Donc, je peux qualifier ces femmes qui, de fait, sont libres d'elles-mêmes. Je suis célibataire, je suis veuve, je suis divorcée, je suis libre de moi-même. Et puis, on a 160 femmes mariées qui, dans les années 40, sont logiquement sous la coupe de leur mari, au niveau de la façon dont la société fonctionne. Et il se trouve que quand on peut retrouver l'environnement de la femme mariée, on voit que sur ces 160 femmes mariées, 55 ont un engagement associé, c'est-à-dire soit avec leur mari, soit pour certaines d'entre elles avec leur père, parce que tout à l'heure j'ai parlé des jeunes filles, mais voilà, il y a des jeunes filles mariées, puis il y a aussi des jeunes filles qui donc sont avec leur père, en tout cas ont un engagement associé. Et il y en a 105 pour lesquelles on ne peut trouver aucun lien avec qui que ce soit qui ait été concerné par un engagement résistant à leur côté. Ce qui veut dire que si on ajoute toutes celles qui sont libres d'elles-mêmes, entre guillemets, c'est-à-dire les célibataires, les veuves, les divorcées, plus toutes celles qui, en étant mariées, se sont engagées de manière absolument autonome en résistance et donc en déportation, on a 181 déportés, 76% des déportés qui se sont engagés de manière absolument autonome. Alors attention, absolument autonome, ça ne veut pas dire que personne, qu'elles soient absolument toutes seules, hein. Elles peuvent être avec leur famille, mais absolument autonomes au sens autonome de toute emprise. Donc en pleine liberté de choix et d'engagement. Ce qui est absolument, moi je trouve remarquable, encore une fois, dans une situation dans laquelle, je ne vais pas faire un cours d'histoire des femmes, mais tout le monde sait que dans les années 40, le modèle dominant, c'est le modèle familial, familialiste même, et une femme n'est pas censée prendre une décision seule. Donc, voilà, ça me semble extrêmement important. Ça me semble d'autant plus important
que ça interroge la manière à l'intérieur du couple dont les choses ont pu se passer quand elle était engagée et que lui ne l'était pas, quand elle a été réprimée et que lui a donc constaté et fait avec la répression que subissait sa femme. Ça pose évidemment la question des enfants, on n'a pas évoqué, mais sur ces femmes mariées, beaucoup ont des enfants et beaucoup ont charge de famille conséquente, 4, 5, 6 enfants. Et malgré ça, on a donc une autonomie absolument stupéfiante de ces femmes qui font ce choix de l'engagement dont elles savent pertinemment qu'il est un saut dans l'inconnu et dans le risque, voilà, phénoménal. Puisque ça fera peut-être le lien avec ce sur quoi on souhaitait finir. La question des enfants, l'occupant ne veut pas d'enfants qui soient abandonnés. Donc l'occupant prévient. Très sympathiquement, l'occupant prévient les autorités préfectorales. Nous enlevons dans tel foyer un couple de communistes. Il va être emprisonné, elle va l'être aussi. Vous devez assurer la sauvegarde des enfants. Et donc, c'est l'autorité occupée, en l'occurrence la préfecture du Nord, qui souvent délègue au Secours national, qui, s'il n'y a pas de famille à proximité, va enlever, entre guillemets, parce que c'est les termes qui sont utilisés dans les dossiers, va enlever les enfants pour les placer chez telle ou telle famille qui acceptera de les accueillir. Ce qui, là aussi, alors pour les hommes, mais plus encore pour les femmes, est une situation absolument abominable parce qu'elles ne sont évidemment pas tenues informées du sort qui a été celui de leurs enfants. Donc il y a une angoisse monumentale sur ce qu'il advient de la famille lorsque l'on est soi-même déporté, qui pèse forcément sur le sort en déportation et qui va peser ensuite sur le devenir. J'ai en tête une famille, un foyer communiste dans lequel lui et elle sont arrêtés, vont être tous les deux déportés. Lui ne rentrera pas de déportation, elle est déportée. Ils avaient 5 enfants. Quand elle rentre, les 2 plus jeunes sont décédés pendant qu'elle était… donc il faut renouer avec les petits qui n'ont pas vu leur mère pendant, dans son cas, 3 ans et demi, et vivre le deuil de ceux qui n'ont pas survécu. Enfin, voilà, c'est des situations, mais sur ça, on n'a que des bribes, en fait. Hein. On a juste des traces de souffrance qui sont… voilà, qu'on peut recueillir comme ça. Il nous reste peu de temps. Est-ce qu'on pourrait terminer sur y a-t-il eu une reconnaissance suffisante justement de cet engagement et de ces drames vécus par ces femmes? Alors, pour dire les choses très vite, la réponse est évidemment non, si la question est celle de la reconnaissance suffisante. De manière assez étonnante, mais il faudrait fouiller plus encore, hein. Sur les 236 déportés, même si j'admets que je ne suis certaine de l'engagement résistant que pour 180 d'entre elles, 160 ont obtenu la carte de combattant volontaire de la résistance. Donc ça veut dire que même pour certaines qui ont été déportées résistantes, certaines n'ont pas fait la demande de reconnaissance. Donc il y a eu un double phénomène. Un phénomène de réserve, de retrait, voire d'autocensure des femmes qui n'ont pas forcément revendiqué une reconnaissance, et là en l'occurrence une reconnaissance administrative, particulièrement dans le cas où il y avait une disparité de sort entre l'homme et la femme. Quand lui a été fusillé, la demande de reconnaissance pour celle qui rentre sauve et qui a donc le syndrome du survivant qui est démultiplié, ne se fait pas forcément. Et puis, les organisations résistantes qui étaient en charge quand même de signaler les mérites des résistants n'ont pas forcément joué ce rôle-là à l'égard de tous les déportés, par méconnaissance parfois
parce que mais il y a des, pour le coup, hein, la question du nuée et brouillard, ça se prolonge, c'est-à-dire que lorsque les deux du couple sont décédés, il n'y a pas de demande s'il n'y a pas de signalement, il n'y a pas de demande de reconnaissance, et donc on est, par exemple, un couple qui s'appelle les Todo-Béraudier, dont je n'ai eu connaissance que parce que il y a une lettre qui a demandé à ce qu'ils soient reconnus, et sinon ils échappaient à toutes les statistiques. Ils ne sont pas dans le livre mémorial, ils ne sont pas dans la liste de la coupole, parce qu'effectivement ils sont morts tous les deux, et donc il n'y a pas de descendants, il n'y a pas de demande de reconnaissance, voilà. Et les organisations de résistance en plus ont dans un premier temps estimé que ceux qui méritaient le plus la reconnaissance étaient précisément les fusillés, et dans une moindre mesure les déportés. Après, la reconnaissance n'a pas forcément été suffisante. Et puis, il y a eu tout le problème autour des statuts de déportés internés résistants ou de déportés politiques, enfin, qui n'ont pas forcément joué aussi en faveur d'une reconnaissance énorme. Mais pour les femmes, non. Je vais citer Yvonne Abbas pour finir, parce que sa phrase me faisait rire. C'est à double tranchant, en fait, le fait d'être reconnu déporté. Et Yvonne Abbas, quand je l'ai rencontrée, m'avait dit cette phrase que je ne comprenais absolument pas initialement. Elle disait « Je ne suis pas résistante parce que j'ai été déportée parce que j'étais résistante. » Nuance. Et très simplement dit, c'était une façon de dire, voilà, on me présuppose résistante à cause de mon titre de déportée, et du coup, ça a presque tendance à occulter l'engagement qui a pu être le mien. Enfin, je veux dire, je pense que ça explique aussi d'ailleurs que la demande déportée internée résistante, il y a des femmes déportées qui ont fait le choix, alors qu'elles ont été déportées, de ne pas demander de reconnaissance au titre de la déportation, mais d'en demander une au titre de leur appartenance aux forces françaises combattantes, par exemple, parce que précisément, c'était faire valoir l'engagement résistant plus que la souffrance liée à cet engagement. Et c'est très compliqué. Voilà. Désolée de conclure en disant que c'est très compliqué, mais c'est effectivement très compliqué. Merci beaucoup, c'était passionnant. C'était passionnant. Alors, on a 10 minutes pour répondre aux questions. Je vais enlever ça. Oups. Pardon, j'ai enlevé le partage d'écran parce que c'est très désagréable de ne pas voir les gens. Voilà, quand on a le partage d'écran, on ne voit que l'écran et franchement, on a le sentiment de s'écouter parler, donc c'est pas très drôle. Alors, pour poser les questions, hein, vous avez une petite main jaune en bas à droite où vous pouvez encore les écrire. Il y a beaucoup. Eric, il y a une question. Oups. Pardon, j'ai enlevé le partage d'écran parce que c'est très désagréable de ne pas voir les gens. Voilà, quand on a le partage d'écran, on ne voit que l'écran et franchement, on a le sentiment de s'écouter parler, donc c'est pas très drôle. Alors, pour poser les questions, hein, vous avez une petite main jaune en bas à droite où vous pouvez encore les écrire. Il y a beaucoup. Eric, il y a une question. Laurent Thierry a une question. Oui. Voilà. Sur le chat. Catherine, est-ce que tu la vois? Sur le chat. Oui, il faut que je regarde. Non, bonjour à tous. C'était pas une question, c'était plus une réaction sur le. Bonjour Catherine. C'était plus une réaction sur l'identification des déportés et la réalisation des listes. Ça s'est pas fait uniquement à partir des reconnaissances, parce qu'on sait bien en effet que y a une part de ces personnes qui n'a jamais demandé de reconnaissance parce qu'il n'y avait pas de famille, parce qu'il n'y avait pas de descendants, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient pas forcément le droit à une reconnaissance parce qu'ils n'avaient pas été déportés pour des motifs qui entraient dans le cadre de la reconnaissance. Donc, c'était pour dire aussi qu'on avait utilisé d'autres sources. Il y a des listes de départ, notamment de la prison de Loos, de la prison d'Arras. Il y a évidemment les archives des camps, donc qui ont permis aussi d'identifier ces personnes et de les sortir un peu de l'oubli. Voilà, c'était plus une réaction qu'une question. Non, mais alors, tu as tout à fait raison de le préciser, parce que je suis allée vite en besogne. Moi, ce qui me semblait, la raison pour laquelle j'ai dit ça, c'est vraiment par rapport à la situation conjugale.
où on a souvent quand même énormément de difficultés à être absolument certain que quand on parle de Roels Duflo, elle était déjà Duflo au moment où elle a été arrêtée. Voilà, il y a une ambiguïté par rapport à ça. Et il y a une ambiguïté aussi parce que sur les documents d'époque, on a parfois seulement femme à seul, par exemple, femme du nom marital, et le nom de jeune fille de la femme n'est pas forcément mentionné. Donc après, pour tout reconstituer, c'est parfois effectivement compliqué. Ah, oui. Dans le cas Mais des j'ai femmes, dit c'est effectivement encore tout plus à l'heure compliqué. que en plus, à la coupole, vous n'aviez pas fait de colonne femme-homme. Voilà. Donc, je me suis permis cette petite taquinerie. Et alors après, est-ce que vous avez plusieurs images dans votre texte? J'aurais voulu faire une remarque aussi. Vous avez dit, dans l'ensemble, les femmes avaient été moins durement traitées que les hommes, mais il y a eu aussi des cas, c'est peut-être l'exception qui justifie cette règle-là, où les femmes l'ont été exceptionnellement durement. Je pense à Émilienne Mopti, à Berthe Voiré, des femmes de mineurs, qui ont été décapitées en Allemagne. Il y a eu d'autres cas de déportation en dehors de la région du Nord, d'ailleurs, de femmes. C'est dire qu'on n'a pas fait de sentiment non plus quand on a jugé les femmes résistantes. Non, mais c'est vrai, je suis tout à fait d'accord, Pierre, et je vous salue, et je vous salue très bas. Mais j'ai tendance aussi à présenter les choses comme ça parce que, oui, des femmes ont pu être, comment dire, victimes de sévices, de torture, de mise à mort absolument effroyables. Oui, voilà. Les décapitations à la hache, à la prison de Francfort en particulier, oui. Mais pendant longtemps, on est parti de ça en disant les femmes ont subi, éventuellement, certaines femmes ont subi ce type de violence, et du coup, on en a déduit, les femmes ont été traitées comme les hommes. Et ça n'est pas vrai non plus. Elles peuvent être traitées avec une violence absolument similaire à celle qui frappe les hommes dans des cas de figure particuliers. Elles ne sont pas systématiquement traitées avec une violence similaire à celle des hommes dans le cas général. Alors, c'est peut-être une sous-estimation d'ailleurs du rôle des femmes de la part des Allemands. Et j'avais une autre remarque à faire à propos de ces femmes autonomes qui ont été nombreuses à s'engager. Le fait d'être autonome, vous savez, je l'ai vécu avec des jeunes comme moi, le fait de ne pas être dans les jupes de papa, de maman et sous l'autorité de papa, quand on y a échappé un peu et qu'on n'engage que soi, qu'on n'engage pas une famille derrière, des enfants, on s'engage plus facilement. Je crois, on prend plus facilement un engagement personnel quand on est autonome et qu'on n'engage pas ensemble la vie des autres. Je crois que c'est valable certainement aussi pour ces femmes qui, si elles étaient autonomes et si elles ont eu cette attitude-là, on peut les considérer comme des féministes d'avant-garde aussi, peut-être. En tout cas, comme des femmes qui savent, comme c'est souvent le cas, se glisser dans les interstices et ne pas forcément jouer le rôle dont on attend qu'elles le jouent. Oui, je suis d'accord. Il y a une remarque à ce propos de Daniel L. qui dit autonome, mais aussi les liens habituels, engagement politique, syndical, lien avec la religion, action sociale, mais pas isolé. Voilà, c'est une remarque qui a été envoyée là. C'est vrai qu'elles ne sont pas peut-être totalement autonomes. Oui, bien sûr. Alors, qui peut se dire complètement autonome? Bien sûr, bien sûr. Non, et puis là, moi, le terme autonome, il faut vraiment le penser par rapport à ce qu'est la situation des femmes dans la société des années 40. Une femme n'est pas censée être autonome. Oui. Elle n'est pas censée agir librement.
Non. Donc, la mesure de l'autonomie, ça ne signifie pas je suis absolument seule. Vous savez, la première phrase qui ouvre le bouquin de Jean-Pierre de Franc-Tireur, de Lévy, c'est un hommage à sa mère. Voilà, je n'aurais pas eu le parcours que j'ai eu, alors je n'ai pas ces mots, hein, mais si ma mère n'avait pas été ce qu'elle était, si elle ne m'avait pas éduquée comme je l'ai été. Je pense que pour les hommes aussi, de la même façon, autonomie, ça ne veut pas dire solitude. Bien sûr. Forcément, il y a des références, forcément, il y a des réseaux professionnels qui vont être beaucoup plus conséquents pour les hommes. Par contre, il y a des réseaux de solidarité, de voisinage, de proximité qui vont être beaucoup plus importants chez les femmes. Voilà. Ça ne veut pas dire solitude, mais ça veut dire avoir pris sur soi de prendre cet engagement sans demander la permission de le faire. Exactement. À l'autorité tutelle qui est censée être celle qui décide en lieu et place des femmes dans une société dans laquelle, je ne vais pas vous faire l'affront de rappeler qu'elles ne sont pas éligibles, mais qu'elles ne disposent pas de leur salaire. Enfin, voilà, c'est une société, là, elles prennent cette décision. Ça valorise leur engagement et je crois que c'est le cas aussi de beaucoup de jeunes qui sont engagés comme ça, sans prendre l'autorisation de leurs parents. Après, sur la remarque qui est faite, alors, sur qui étaient ces femmes, je pense avoir un petit peu répondu, pas suffisamment, mais un petit peu. Sur les liens engagement politique ou syndical, c'est évident qu'il y a un certain nombre d'entre elles qui sont engagées politiquement, et en particulier côté communiste, dans les jeunes filles de France, et donc qui ont déjà une habitude du militantisme. Mais il y a aussi, alors il faudrait y être plus attentif, il y a aussi l'importance du scoutisme, alors pas spécialement dans le Pas-de-Calais, mais quand on regarde ce qui se passe un peu en France, l'engagement dans des mouvements de jeunesse comme le scoutisme, ça a joué un rôle aussi important. Puis j'étais en train de regarder la personne qui demande est-ce que je n'ai pas Suzanne, je viens de regarder très vite pendant que je voyais la question, je n'ai pas Suzanne Masson dans ma liste, mais ça tient peut-être à la manière dont j'ai constitué la liste, parce que je me suis encore une fois fondue dans cette volonté d'interroger la répression orchestrée dans le Nord. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est c'est vraiment les femmes qui sont du Nord, qui se sont engagées dans le Nord et qui ont été réprimées dans le Nord. Donc, celles qui, par exemple, des femmes du Nord qui sont engagées en résistance dans d'autres régions que le Nord, je ne les ai pas dans ma liste. C'est forcément excluant à un moment donné, mais comme moi, mon objectif, c'était d'étudier la répression à l'encontre des femmes telle qu'elle est orchestrée dans le Nord à l'encontre des femmes du Nord, j'ai été excluante. Donc non, alors, il y a beaucoup de questions. Je crois que maintenant, on va en rester là. Encore merci beaucoup, hein, c'était vraiment passionnant. C'était un des grands moments de cette suite des lundis de la mémoire. La fois prochaine, on va parler d'un personnage que tu as abordé, Catherine, hein, qui est Martha Desrumaux. Je pense que ce sera aussi un moment intéressant. Voilà, merci beaucoup à tous. Merci d'avoir participé à cette réunion. Et puis dans 15 jours. Merci à vous et merci pour votre invitation. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup et au revoir. Share.